Hello à toutes et à tous, c'est Charles Brumeau, diététicien nutritionniste. Je vous retrouve pour une mini-série d'épisodes très courts sur une thématique du lundi au vendredi. Donc 5 épisodes de 5 minutes pour mieux comprendre ce qui se joue dans notre rapport à la nourriture. Après la mini-série sur l'équilibre alimentaire, je vais vous parler des schémas qui influencent notre psyché, mais aussi la façon dont on se nourrit. Je vous recommande chaudement de vous abonner à la newsletter Charlie's Kitchen, car à la fin de la série, je vous mettrai tous les bonus à haute valeur ajoutée. Bienvenue dans cette mini-série consacrée à la compréhension de nos schémas alimentaires. Pourquoi nous réagissons toujours de la même manière face à la nourriture? Pourquoi certaines émotions nous poussent à manger alors que nous n'avons pas faim, plus faim? Et surtout, comment nos expériences passées influencent-elles nos comportements aujourd'hui et tous nos comportements qui sont automatiques? Alors, que sont les schémas? Les schémas, ce sont des empreintes profondes formées dans l'enfance qui influencent nos pensées, nos émotions et nos comportements à l'âge adulte. Ce sont des filtres invisibles qui dictent souvent nos réactions sans que nous en ayons conscience. On doit leur mise en évidence à Jeffrey Young, psychologue américain, à ne pas confondre avec Carl Gustav Jung, qui était psychanalyste, rien à voir. Et donc bien, selon Jeffrey Young, les enfants ont des besoins spécifiques qu'il convient de nourrir pour favoriser leur croissance, leur développement psychologique. Le job des adultes consiste donc à les alimenter, à les nourrir, donc avec de l'amour, de la confiance en soi, pour accepter l'échec, en tout cas avoir une meilleure tolérance à l'échec, pour leur donner un cadre structurant, donc aussi un petit peu de discipline, pour tout ce qui est lié au plaisir, la spontanéité, mais également le fait de pouvoir exprimer ses besoins librement. Si on ramène ça un peu à la nourriture, ça pourrait être que l'enfant puisse se sentir libre de dire qu'il n'a pas envie de tel ou tel aliment ou plus envie de manger sans craindre les foudres de ses parents. Et donc, selon Jung, si dans l'enfance on a quelques carences liées à ces qualités spécifiques, on peut développer des mécanismes d'adaptation dysfonctionnels qu'on appelle des schémas. Et c'est ce qui fait qu'on se dit, qu'on répète toujours les mêmes erreurs, entre guillemets. Alors, Jung, il en a identifié 18. Moi, j'ai fait un focus sur 5 d'entre eux parce qu'ils ont un lien avec l'image de soi, la perception qu'on a de notre corps et le comportement alimentaire. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé à chercher du réconfort dans la nourriture, à avoir l'impression que manger était le seul moyen de combler un vide intérieur ? Eh bien, ce n'est pas un hasard. Ce schéma enraciné dans notre histoire personnelle explique pourquoi nous utilisons parfois l'alimentation comme un substitut émotionnel. Le schéma du manque affectif est l'un des plus courants. Il se forme lorsque, dans l'enfance, nous avons ressenti un vide émotionnel, un manque d'amour, d'attention ou de validation. En grandissant, ce besoin non comblé reste en nous et nous cherchons peut-être à le combler autrement. Et pour beaucoup, la nourriture devient une source de réconfort immédiat. Si on prend un exemple concret, après une journée difficile, vous ressentez une sensation de vide, un creux intérieur que vous avez du mal à identifier. Bon, alors là, il faudra voir avec un pro de santé si jamais vous avez suffisamment mangé, à combien de temps était votre dernier repas et est-ce qu'il était consistant et est-ce que vous avez mis une collation ou pas à 17h. Ça, c'est un autre débat. Instinctivement, vous vous tournez vers des aliments réconfortants, un chocolat, un plat bien chaud, quelque chose qui vous enveloppe d'une sensation apaisante. Et manger devient alors un substitut affectif, un moyen de combler ce besoin, mais vraiment besoin au sens primaire du terme, ce besoin non satisfait. Problème, le soulagement est de courte durée. Une fois l'assiette vide, le vide émotionnel refait surface, parfois accompagné de culpabilité. Ce schéma profondément ancré nous pousse ainsi dans un cycle où la nourriture devient un refuge émotionnel au lieu d'être simplement une source d'énergie, de plaisir, de partage. En gros, on évite nos émotions, ce qui peut aussi se traduire par un recours à la consommation de produits comme l'alcool, le cannabis, un peu des dérivatifs. Sur ce sujet, d'ailleurs, je vous mets en description de cet épisode le lien vers la masterclass sur la gestion des émotions, sur l'alimentation émotionnelle. C'est vraiment un prix très, très, très accessible pour le moment. Donc, si jamais vous êtes dans ce schéma-là, peut-être que cette masterclass peut vous aider. Alors, les signes qui indiquent ce schéma sont les suivants. J'ai pris bien sûr des exemples dans le comportement alimentaire et hors du champ de l'assiette. Par exemple, vous ressentez une sensation de vide, de solitude que vous cherchez à combler avec la nourriture. Vous avez souvent peur d'être abandonné, de ne plus être aimé.
Vous privilégiez les aliments réconfortants, sucrés, gras ou les plats d'enfance lorsque vous êtes stressé, vous êtes triste. Vous avez souvent l'impression de ne pas pouvoir être vous-même ou exprimer ce que vous ressentez sans craindre que les autres vous quittent ou se trouvent déçus par vous. Vous avez l'impression de manger vos émotions, entre guillemets, plus souvent que par réelle faim. Il peut vous arriver d'en faire vraiment des caisses en termes de séduction pour vous sentir apprécié, vous sentir aimé. Vous vous retrouvez parfois à manger en cachette ou à ne pas assumer certaines prises alimentaires. Vous avez le sentiment que personne ne vous comprend réellement ou se montre sensible à vos besoins, vos émotions. Et après avoir mangé, vous ressentez souvent de la culpabilité ou une frustration émotionnelle persistante. Alors si vous vous reconnaissez dans ces comportements, sachez que ce n'est ni une fatalité ni une question de volonté. Avoir conscience de ce schéma, c'est une étape d'observation de nos comportements automatiques. Ça ne veut pas dire que ça y est, on identifie notre schéma, tout est joué, tout est gagné, c'est super. Non, ça veut dire qu'on a une piste à explorer pour mieux se comprendre. D'ailleurs, ce que je vous invite à faire, si vous avez l'impression que ce schéma s'active souvent, c'est peut-être d'identifier les éléments déclencheurs de vos comportements. En mode, tiens, la dernière fois que j'ai mangé tel aliment sur tel mode, eh bien, c'était quel jour? J'étais dans quelle situation? Je faisais quoi avec qui? Ces éléments déclencheurs, ces triggers, comme on dit outre-Manche, peuvent être externes. La météo, une remarque désagréable, un mail que vous voyez en copie de tout le monde. Je crois que je dis souvent cet exemple-là, c'est peut-être le reflet de moi, d'une de mes craintes. Ça peut être aussi la présence d'une personne, ou ils peuvent être aussi internes, ces triggers. Ça peut être une pensée, un souvenir, une sensation inconfortable, un truc qui gratte au fond de l'âme et qui, hop, vous dirige vers telle ou telle façon de manger de la nourriture. Donc, on récapitule. Nos comportements en mode automatique peuvent trouver leur source dans certains schémas qui sont en fait une réponse face aux carences de l'enfance. Parmi ceux-ci, le schéma du manque affectif. Et puis, on peut apprendre à démêler cela avec un pro de santé formé à ces questions, un ou une psychologue, un ou une diététicienne formée au comportement alimentaire. Je vous ai mis d'ailleurs le lien en description de cet épisode pour prendre rendez-vous avec moi. Demain, nous verrons le schéma du critique intérieur, très répandu aussi. Mais en attendant, partagez cet épisode par WhatsApp si jamais vous connaissez un proche qui pourrait se reconnaître dans ce schéma. Bel appétit de vivre et à demain.